Alors, bonjour à tous. Bonjour à Maître Boudal. Bonjour docteur, bonjour à tous. Bonjour à Maître Ouattara. Bonjour à Monsieur Bama. Bonjour à Maître Larissa qui est au rendez-vous. Bonjour à la technique, bonjour à tous, bonjour chers amis. Alors ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir Maître Boudal qui est en train d'achever sa formation et qui va nous rendre compte de son travail de recherche, de son projet professionnel, je voudrais dire de son mémoire. Alors, il a choisi de travailler sur le thème politique minière et pétrolière du Niger à l'aune de la géopolitique du Sahel. Avant de passer la parole au candidat, je voudrais quand même dire deux petits mots. Alors, notre ami Maître Boudal est quelqu'un de très réservé. On l'a rarement vu sur le forum, mais il y est toujours présent. Mais les petits échanges que j'ai eus avec lui, vraiment, j'ai été marqué par ses bons commentaires envers l'Institut et envers ce qui se passe à l'Institut. Mais il ne s'est pas limité à cela. Son opinion favorable, il n'a pas manqué de le dire, de le diffuser auprès de ses confrères. Alors, vraiment, tout ça m'a réjoui et je veux lui dire merci. Je n'ai pas eu l'occasion de le lui dire, mais ce matin, je veux lui dire merci. Je vous en prie, Parce que docteur. c'est bon en tant que nos étudiants sont satisfaits par ce que nous faisons et ils le disent dans leur milieu, notamment socio-professionnel. Alors, ce matin, on va l'entendre sur la réflexion qu'il a menée par rapport à la politique minière énergétique de son pays. Mais il est frappant et intéressant de noter que dans cette étude, Maître Boudal, c'est un juriste, mais il va nous proposer quelque chose d'intéressant, en ce sens qu'il va focaliser son analyse sur les aspects géopolitiques. Alors, pour un juriste, c'est éminemment intéressant parce qu'on s'attendrait à première vue que le juriste s'intéresse essentiellement au droit. Mais à côté de ce droit, il va adjoindre la géopolitique. Et donc, ça correspond vraiment à la perspective de l'Institut qui voudrait qu'à côté de la matrice droit, on ajoute une autre discipline au moins dans la réflexion. Et là, on est au cœur de la pluridisciplinarité. Et sur ce, nous lui tirons déjà le chapeau. Parce que là, il a respecté vraiment les canons de la recherche à l'Institut. Ça, c'est d'un. Alors, en deux grands mouvements dans sa pensée, il va nous parler de la prise en compte des aspects géopolitiques dans la formulation des politiques minières et énergétiques dans son pays. Mais aussi, il va décliner les impacts de la crise sécuritaire sur ces politiques. Alors, tout ça sera vraiment le haut menu de notre discussion du jour. Alors, nous allons passer la parole à Maître Boudal pour qu'il nous présente de manière rapide, en 20 minutes, l'essentiel de son travail de recherche. Alors, Maître, vous avez la parole. Merci, monsieur le docteur. Merci, M. Ouattara, M. Bama. Merci pour l'opportunité que vous m'offrez de présenter, après un report, mon travail de recherche que j'ai bien choisi et je me dois peut-être d'expliquer le choix de ce thème. J'ai
politique minière et pétrolière du Niger allant de la géopolitique du Sahel. J'ai voulu, par mon travail de recherche, participer c'est-à-dire apporter un plus dans les réflexions, étant juriste, avocat, mais surtout étant aussi fiscaliste, puisque je suis aussi fiscaliste de formation. Donc, j'ai voulu faire ce travail pour voir, étant avec les opportunités que nous offre l'Institut, votre institut, le nôtre aujourd'hui, voir quel est l'impact de la situation aujourd'hui des conflits de Sahel, la situation géopolitique stratégique sur les efforts de nos États, surtout du Niger, par rapport à son développement et surtout sur l'aspect fiscal. Ensuite, ce qui m'a poussé aussi, ce qui m'a incité à choisir ce thème, c'est parce que aussi je constate que nous vivons dans un espace qu'on appelle l'espace communautaire IMOA, Union économique et monétaire ouest-africain, mais parmi les États membres de l'UEMOA ne sont pas tous impactés de la même manière par la situation au Sahel. Donc, c'est pour voir alors même que quand vous prenez les domaines les plus importants comme le domaine douanier et le domaine fiscal, nous avons un code minier et code douanier que nous partageons l'espace communautaire IMOA. Alors qu'à côté, vous avez une situation qui ne nous fera pas de la même manière, c'est-à-dire les conflits au Sahel. Il y a des pays, des États membres de l'espace IMOA, donc qui sont membres à part entière de partie prenante du code minier et du code pétrolier dans le cadre de l'harmonisation, mais qui ne sont pas membres du Sahel, qui ne sont pas concernés par la situation sécuritaire née du terrorisme. C'est pour cela que j'ai cru devoir partager avec vous cette réflexion pour voir ensemble quel est l'impact de cette situation sur mon cher pays, le Niger, qui est un scandale géologique qui regorge d'importants gisements en matière d'uranium, de pétrole, et qui est aujourd'hui l'un des pays, en tout cas riche, sinon le premier exportateur d'uranium au monde. Et voilà, malgré tout, il continue d'être un pays pauvre. C'est pour pousser des réflexions pour voir est-ce que cette situation est due au fait qu'il n'y a pas de mesures normatives et institutionnelles pour faire face aux enjeux géopolitiques et stratégiques, ou encore parce qu'elles existent mais qu'elles sont mal appliquées. Et c'était ça, en fait, le socle de ma réflexion pour aboutir à ce travail que j'ai le devoir et le grand plaisir de présenter ce matin. Vous savez, le Niger, j'aurais dit peut-être commencer par là, mais je sais que le travail, nous l'avons partagé avant. C'est un pays de l'Afrique de l'Ouest qui est limité au nord par l'Algérie et la Libye, à l'est par le Tchad, au sud par le Nigeria et le Bénin, à l'ouest par le Burkina Faso et le Mali. Donc, un pays riche en ressources naturelles, mais vous voyez même la situation géographique de ce pays fait qu'il il se trouve entre tous les foyers de tension. Vous prenez le Burkina, le Mali, le Tchad, le Nigeria, tous ces pays en dehors du Bénin, en tout cas parmi les pays limitrophes, la Libye, on n'en parle même pas. Nous sommes au centre de tous les foyers de tension, de guerre, de terrorisme. Et le Niger qui se trouve être vraiment un foyer de gisement en matière d'uranium, en matière de phosphate, en matière d'or et bientôt ou depuis un certain moment aussi en matière pétrolière parce que nous avons une raffinerie, nous avons des exploitations qui ont commencé depuis novembre 2010 au Niger. Donc voilà le pays que j'ai l'honneur de vous présenter et qui se trouve être riche en sous-sol, c'est-à-dire d'importants gisements, d'autres exploités, d'autres non exploités et qui est vraiment qui attire de l'appétit des investisseurs internationaux. Et pendant longtemps, c'était la France, mais depuis un certain temps, il y a une certaine multiplicité des acteurs. Il y a des puissances russes, il y a les Chinois et tant d'autres partenaires. Depuis, en tout cas, les années 2009-2010, il y a une multitude de partenaires qui viennent tous chercher à exploiter ces minéraux, ces ressources naturelles du sous-sol nigérien, et dans un contexte où nous faisons face à la crise sécuritaire. Donc, nous avons poussé l'analyse à savoir, alors, qu'est-ce que dans ces contextes géostratégiques et politiques, quelle a été la réaction du Niger en matière normative et institutionnelle? Est-ce que le Niger a continué à garder les mêmes textes, à garder les mêmes contextes, les mêmes institutions pour faire face à une nouvelle situation? Deuxième chose,
est-ce que cette situation géopolitique et ce conflit ont eu un impact majeur sur la situation macroéconomique du pays et les cadres surtout et généralement fiscal, puisque vous savez, la fiscalité, c'est elle qui alimente, c'est le poumon de l'économie d'un pays, surtout des États comme le nôtre. Donc, c'était ça, en fait, le socle de notre réflexion. Et nous avons abouti au travail que nous avons partagé avec vous, surtout que nous avons scindé en deux parties. En deux chapitres, vous avez les dispositifs mis en œuvre par le Niger. Et les dispositifs, vous trouvez d'abord le cadre légal et réglementaire du régime fiscal applicable aux industries extractives et le cadre conventionnel. Vous avez en chapitre 2 l'impact de la crise sécuritaire au Sahel sur la politique minière et pétrolière, où l'on a parlé des replis des investisseurs liés à cette crise et qui a eu un impact considérable sur la situation macroéconomique financière du pays. Et vous avez aussi en section 2 la faible contribution des secteurs miniers et pétroliers aux impôts. Nous avons discuté de tous ces éléments, mais nous passerons de manière sommaire, nous les expliquerons de manière sommaire. Quant aux dispositifs mis en œuvre par le Niger pour faire face aux enjeux géopolitiques, vous verrez au niveau du cadre légal et réglementaire, les rester les mêmes. Les régimes fiscales toujours tendant c'est-à-dire des actions de charme vis-à-vis des investisseurs pour faire venir des investisseurs, des allégeances considérables pour faire venir des investisseurs, dans un espace que nous partageons, I et moi, Union économique et monétaire, que nous partageons avec les Burkina, que nous partageons avec les Mali, que nous partageons avec les Bénin, mais nous ne sommes pas frappés de la même manière. Mais nous avons considéré, nous avons continué à garder les mêmes dispositifs, les mêmes textes, alors qu'il y a une situation nouvelle. Nous avons le cadre réglementaire. Vous allez voir dans le fond du mémoire que nous avons donné tous les dispositifs, tous les textes, ils sont assez, chaque année, il y a quelques modifications, nous ne pouvons pas les citer tous, mais nous avons versé dans le mémoire et en annexe tous ces textes-là. Nous avons aussi le cadre conventionnel. Vous savez, la loi est une chose, mais en la matière, c'est beaucoup plus le cadre conventionnel qui fait foi parce qu'il y a un canevas conventionnel, c'est-à-dire selon, vous avez par exemple la convention entre le Niger et la France, qui est différente de la convention entre le Niger et l'Australie, qui est différente de la convention entre le Niger. Et c'est dans ces conventions-là que l'État et les investisseurs discutent, mais dans un canevas qui est bien précis, avec une philosophie propre à notre État, à savoir les clauses de stabilité fiscale en matière minière et les impôts généralement concernés. C'est-à-dire nous avons en cette matière une particularité, ce que le Niger, je ne sais pas si nous la partageons avec le Burkina et certains pays, et j'espère oui, parce que c'est toujours l'espace qui est moi, mais en cette matière, le Niger a appliqué ce qu'on appelle la clause de stabilité fiscale et minière, c'est-à-dire quel que soit le contexte. Et c'est cette clause qui fait que le Niger, quel que soit ces contextes-là, ne peut pas fléchir, ne peut pas du moins revoir certains contrats, puisqu'à la base, il y a une clause de stabilité fiscale qui fait que, quels que soient les contextes, nous devrons maintenir la situation telle qu'elle. Et la majorité de ces contrats sont signés, ces contrats ont été signés déjà avant la crise sécuritaire, ce qui fait qu'ils sont déjà en cours. Et au nom de cette clause de stabilité fiscale en matière minière, donc nous ne pouvons plus les retoucher. Donc il y a cet obstacle ou cette particularité que nous allons voulu partager avec vous. Mais vous allez voir que nous avons parlé aussi des nécessités de la limitation des risques pour les recettes face aux incitations fiscales. Il y a tellement des incitations fiscales et l'État oublie souvent que nous sommes pauvres en matière de dépenses fiscales, c'est-à-dire les exonérations, nous avons du mal à les récupérer et cela est beaucoup plus considérable en matière pétrolière. Si aujourd'hui vous parcourez tous les tableaux que je vous ai envoyés, vous constaterez que nous sommes juste les gardiens des investisseurs en matière pétrolière, nous ne gagnons en réalité rien. Puisque quand vous prenez les exonérations, vous faites les calculs du pourcentage de l'État au niveau de la taxe ad valorem, vous allez voir que l'État en réalité est gardien seulement des intérêts des investisseurs. Donc, nous avons parlé de tous ces éléments et au chapitre 2, nous avons mis un accent particulier sur les replis des investisseurs face à la crise sécuritaire. Et quand nous avons voulu avoir un intitulé vraiment parlant, en parlant déjà de repli des investisseurs, on sait pertinemment que
C'est des investisseurs qui ont l'intention ou qui ont le projet de venir au Niger ou d'investir au Niger, mais du fait de la crise sécuritaire, ont rebroussé chemin ou ont écouté ou court-circuité leurs projets. Nous avons listé un certain nombre de faits sur le tableau de recettes et de recettes fiscales et nous sommes retrouvés avec un résultat regrettable selon les périodes. Vous allez voir la fluidité selon les périodes. Il y a une certaine réticence des investisseurs entre 2016 et 2018. Je pense que la question a été posée et les regards en 2018. Puis en 2019, vous allez voir certainement en 2019, une autre explication peut être posée due à la crise de COVID-19. Mais c'est fondamentalement la crise sécuritaire depuis 2012 au Mali, au nord Mali, parce que vous savez, toutes ces richesses-là se trouvent au nord du pays. Au nord de la région de Tillabéri, c'est-à-dire la frontière avec le Mali, il y a la crise malienne et c'est occupé par des groupes terroristes et des groupes armés. L'État ne contrôle rien. Vous avez au nord du Niger, c'est la frontière avec la Libye. L'État aussi a du mal à contrôler un certain nombre d'espaces. Et vous avez de l'autre côté aussi du Tchad, la frontière avec le Tchad, où vous trouverez le pétrole notamment. Donc, toutes les zones, en tout cas riches en ressources minières, sont des zones affectées d'une manière ou d'une autre par la crise sécuritaire. C'est en gros ce qui explique en fait les recrues dès lors qu'il y a l'incertitude. Il y a l'incertitude, la situation sécuritaire ne garantit pas l'arrivée des investisseurs. Donc, voilà de manière résumée ce que nous avons cru devoir partager avec vous dans un travail que nous avons fait en quelques pages numériques, mais nous avons mis des tableaux et après, nous ferons le devoir de partager avec vous d'autres informations que nous n'avons pas pu envoyer en annexe. Voilà, je vous remercie de votre aimable attention. Bien, ok. Merci, Maître Boudal. Vraiment, l'exposé était magistral, magnifique. Et puis, je vais anticiper un peu. Je vous vois en train de faire une thèse, sérieusement. Je vous vois en train de faire une thèse. Je crois que, compte tenu de la maîtrise que je vois que vous avez du sujet, il faut aller loin. Il faut certainement aller loin. Bien. Alors, j'anticipais seulement. Merci. Alors, on va passer la parole à l'unique rapporteur. Le second n'a pas encore fait signe, on dirait. Alors, M. Bama, alors je vous laisse cuisiner le candidat en 20 minutes. Bonsoir à tous. Félicitations à Maître Boudal pour cet exposé brillant. J'ai beaucoup aimé sa manière de dérouler son intervention. Je m'en vais donc au rapport et aux questions. Au niveau de la forme, comme vous l'avez si bien signifié, le travail est bien équilibré, ainsi que les deux titres. Le style rédactionnel également est bien. J'ai beaucoup aimé ça. C'est bon. Le fait également d'avoir cité le Niger dans le Liptako Gourmand m'a beaucoup plu. Puisque le Liptako Gourmand aujourd'hui change fréquemment de nom. Avant la crise, on appelait le Liptako Gourmand le Mali, le Niger et le Burkina. Maintenant, avec la crise sécuritaire dont vous avez fait cas dans votre travail, on parle du Sahel central. Juste pour délimiter la zone de crise qu'il y a dans cette zone-là. Donc, j'ai aimé le fait que vous avez situé le Niger dans le Liptako, qui montre que c'est là-bas même le cœur de l'insécurité touriste. C'est déjà bien. Et je rappelle en passant que l'Iptako veut dire impossible de terrasser. C'est un lieu indomptable. OK, à la page 2, je vois que vous avez fait cas d'une richesse en disant que des nouvelles réserves à Nimuranen, je ne sais pas si je prononce bien, Imuraren, fut octroyée à Orano. Je ne sais pas si je prononce bien le nom. J'aimerais savoir de quelle richesse concrète il s'agit à ce niveau. OK. Maintenant, je vois que dans la géopolitique, vraiment, vous avez bien cerné le problème. Ça a sérieusement un impact sur la fiscalité intérieure. Je vais aborder en matière de géopolitique. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce contexte-là? Je vois qu'ici, dans le Sahel, on a réellement un télescopage de plusieurs crises alimentées par les flux illicites. Il y a la traite des personnes,
il y a le narcotrafic, des méthamphétamines en direction de l'Asie de l'Est et de l'Asie du Sud-Est. Et on voit que les attaques terroristes dans le contexte géopolitique, en janvier 2022, on dénombrait 800 attaques terroristes au Sahel, selon le HCR. Cela vraiment déstabilise les politiques intérieures des États. Et c'est un impact sur la fiscalité intérieure du moment où les services des impôts ne peuvent pas recouvrer la fiscalité intérieure. Voilà, c'est déjà, j'ai beaucoup aimé un peu ce développement que vous avez fait. Je vois aussi à la page 11, à la page 14 plutôt, bas de page, vous avez mis les conditions d'octroi des exonérations. Je vais m'attarder un peu à ce niveau, puisque en passant, je suis fiscaliste également, puisque c'est de là-bas qu'on perd beaucoup, nos États perdent beaucoup, puisqu'il y a les exonérations sèches et il y a les exonérations à vie de crédit. C'est avec ça, on voit la politique fiscale ou la politique minière des États est-elle efficace ou ne l'est pas. C'est-à-dire qu'en octroyant des avantages aux multinationales dans la politique de captation des investissements directs, c'est à travers ce mécanisme-là, l'État arrive à voir qu'est-ce qui lui coûte ces exonérations. Et on voit que beaucoup de nos États, on perd beaucoup de l'argent et je pense qu'il faut vraiment revoir ce processus d'exonération-là, afin que ça puisse profiter davantage aux populations pour lesquelles ces ressources minières sont exploitées. J'ai aimé vraiment cette partie. Au bas de page 11, vous avez vraiment détaillé ça, c'est bien. Ça permet à n'importe qui n'est pas dans ce domaine de comprendre un peu ce mécanisme. Voilà, j'ai beaucoup aimé ça. Maintenant, au niveau de votre travail même, vous avez fait le cas de cela, en montrant les estimations que cela coûte au trésor public nigérien, à l'État nigérien. On voit qu'il faut une réorientation de ces différentes politiques-là. Parce que c'est un impact sur la dette intérieure, le recouvrement intérieur. Et c'est là-bas vraiment j'ai beaucoup aimé votre travail. Parce que c'est l'argent qui est le nerf de la guerre. Si on n'a pas l'argent, comment faire face aux charges publiques? J'ai beaucoup aimé ça. Donc, ça montre que le terrorisme, la géopolitique ont un impact réellement sur la solidité financière de chaque État. Et c'est bon, j'ai vraiment apprécié cette partie. Le style du travail aussi, le travail sont impeccables. Au niveau de la bibliographie, on voit qu'il y a un travail vraiment d'architecte. C'est bien classé. Les ouvrages généraux, les ouvrages spéciaux, c'est bien. Lorsqu'on prend ça, on voit qu'il y a vraiment eu du sérieux dans votre travail. Et j'ai beaucoup apprécié ça. La conclusion est bonne, ainsi que les perspectives. Vous n'êtes pas cantonné, vous ne vous êtes pas limité à critiquer, mais vous avez proposé des pistes de solutions pour que l'État du Niger également puisse solutionner ces problèmes-là. Pour un mieux-être social des populations nigériennes. Et c'est bon. Alors, on a momentanément perdu notre rapporteur. Je pense qu'il va se pointer d'un moment à l'autre. Alors, je vais poser quelques questions du rapporteur.
Alors, en attendant que M. Bama revienne, on espère qu'il reviendra, mais il a quand même posé 3 questions. La première question, c'est, il aimerait savoir que recouvrent les notions d'impôt direct et indirect dans la législation fiscale nigérienne. Et il demande si vous pouvez citer quelques-uns de ces impôts indirects et directs en lien avec l'activité extractive. Donc, on va aller question par question. Je suis revenu, docteur. Oh, d'accord, il est là. D'accord. Excusez, la connexion m'a lâché. D'accord, allez-y. Merci, docteur. Effectivement, j'allais passer aux questions. En fait, les questions, je vois que au niveau de son travail, au niveau de la question 1, il a fait cas d'un article 32 en ce qui concerne la demande d'autorisation de la prospection. Et là-bas, il est dit que pour la demande d'autorisation de prospection, l'article 8 du décret 2006-265 du 18 août 2006 fixe les modalités d'application de la loi minière. Et ce même article, dans ce même décret, l'article 32 dit comme motif de retrait de ce permis que même sans faute, en absence de faute, l'État nigérien peut retirer le permis d'autorisation. Donc, ma question est la suivante. L'article 32 ne porte pas les germes d'un conflit, n'est-il pas conflictogène du moment où on sait qu'en droit, c'est la faute qui est sanctionnée? Ou au contraire, est-ce l'affirmation du principe de la souveraineté de l'État nigérien? Dans les deux cas, cela n'ouvre pas la porte au contentieux extractif. C'est ma première question. La deuxième question, que recouvrent les notions d'impôt direct et indirect? Et dans la législation nigérienne, je souhaite que vous nous citiez quelques-uns des impôts directs et indirects en lien avec l'activité extractive. La troisième question, vous avez fait cas d'une dicton qui m'a beaucoup plu. Après 60 ans de souveraineté, le Niger peine à tirer profit de l'exploitation de ses ressources. L'uranium, l'or et le pétrole sont l'objet principal de la dite exploitation qu'une bonne partie de la société civile fustige au regard de la pauvreté endémique qui continue de sévir. Et vous assénez le dernier coup en disant que ce qui est à l'origine du dicton local, riche Niger, pauvre Nigérien. Ma question qui suit est celle alors. Ce constat explique-t-il les agissements de la rébellion Touareg au Niger, dénommé Mouvement nigérien pour la justice à Arlit, dans la zone d'Arlit? C'est ma troisième question. Docteur, je suis au thème de mon intervention. Merci. Merci, M. Bama. Merci aussi pour votre brillante prestation. Alors, on va donner la possibilité à M. Boudal de répondre à vos questions. Ok, merci. Merci pour vos contributions, vos observations. Et voilà, je vais tenir compte de toutes les observations. Et voilà. Pour les questions, sur la question sur la page 2, lorsqu'on parlait de gisement, c'est-à-dire la richesse avec Orano, c'est-à-dire l'exploitation au niveau de l'Iranien, de Imouraren, en fait, on faisait allusion à l'uranium, puisque le rapporteur a posé la question de savoir de quelle richesse naturelle on parlait. En fait, on parle de l'uranium. Nous avons omis de préciser, c'est l'uranium, en fait. Nous avons un important gisement qui allait faire du Niger le premier pays exportateur. Et malheureusement, avec l'insécurité et quelques calculs géostratégiques toujours et des enjeux peut-être sécuritaires, mais pas seulement politiques aussi. Jusque-là, ça tarde, l'exploitation tarde. Et c'est Orano qui a eu ces gisements-là, mais qui tarde, l'exploitation tarde depuis 2019. Donc, effectivement, je faisais allusion à l'uranium. Pour la question de l'article 32 du décret,
à savoir s'il n'est pas conflictogène parce que l'État peut remettre en cause le contrat, peut résilier le contrat même sans faute, ou peut retirer les permis, disons, même sans faute. Je dirais tout simplement, en fait, que j'avais eu le même réflexe des juristes et d'avocats lorsque j'ai vu cette disposition. Mais vous savez, en réalité, nous sommes dans une matière où il suffit juste d'attaquer cela devant les juridictions. C'est-à-dire conflictogène, oui, il ne l'est pas tant qu'on n'est pas attaqué, mais le jour où un investisseur l'attaque devant les juridictions, on constatera qu'en fait, c'est une clause, vous trouverez, en fait, c'est une disposition presque même inexistante en droit. Sinon, j'allais dire tout simplement que répéter, c'est même répéter non écrit, une disposition répétée non écrite, parce que la loi et les droits interdit de renoncer d'avance à une voie de droit. C'est-à-dire le droit, il est interdit d'avance de renoncer à une voie de droit, c'est-à-dire même sans faute, lorsqu'on peut remettre en cause un permis, lorsqu'on peut retirer même sans faute, et on vous dit ça recours. Cela veut dire que même quand on l'écrit, arrêtez, c'est répété non écrit en droit. Ce qu'on appelle chez nous, dans notre langage, c'est répété non écrit. Même si on le met, c'est comme l'employé qui signe un contrat dans lequel son employeur lui dit, bon, je t'offre l'emploi, mais quel que soit ce qui se passe demain, tu n'as pas le droit de saisir les juridictions. L'employé, puisqu'il veut avoir son travail, il va signer le contrat de travail. Lui, tant qu'il ne saisit pas les juridictions, il considère que ça fait foi. Mais le jour où il va saisir les juridictions vont constater qu'arrêter, c'est répété non écrit, puisqu'on ne peut pas forcer quelqu'un à renoncer à une voie de droit d'office par un permis ou par un emploi. Donc, c'est pour cela que je vous dis, effectivement, c'est conflictogène, mais il se trouve que généralement, les investisseurs eux-mêmes ne sont pas sérieux, et même, ils sont toujours, les investisseurs passent par d'autres canaux pour avoir ce genre de... Il y a rarement de contentieux en la matière. Donc, c'est rarement de contentieux en la matière. Donc, voilà ce que nous pouvons dire. Et par rapport à la question de savoir si la déception ou la spirale tragique de la déception depuis 1960 à nos jours sur l'exploitation, si c'est cela qui a exploité, peut-être que avec toutes les contestations que nous avons observées de part et d'autre sur la loi 2018, je vous informe qu'il y a une loi 2018 qui fait presque des cadeaux aux investisseurs en la matière, des cadeaux fiscaux, et vraiment, ça a suscité des contestations au niveau national en 2018, qui a suscité l'arrestation de presque une centaine des acteurs de la société civile et des manifestants, et dont j'ai été même d'ailleurs l'avocat de tous ces acteurs-là. Donc, c'est toujours dans les mêmes cas de contestation, et c'est avéré que, en réalité, ces crises, toutes les rébellions qu'il y a eu, invoquent effectivement ces prétextes-là de l'inégalité des ressources, ces prétextes de l'État, la mauvaise répartition des ressources. Mais assez souvent, les critiques sont adressées non pas aux investisseurs, mais à l'État. C'est-à-dire la répartition interne de la richesse minière, de la richesse pétrolière et tout. Maintenant, est-ce que cela peut justifier ou a justifié les rébellions? Je ne saurais vous le dire, mais je sais qu'il y a des mécontentements de part et d'autre. Voilà, des contestations de la société civile, il y a eu des rébellions qui ont invoqué ces éléments, mais de manière générale, il n'y a pas de satisfaction au niveau de la population sur l'exploitation des ressources naturelles au Niger. Il n'y a aucune satisfaction. 99% des Nigériens n'ont jamais vu l'or du Niger. 99% des Nigériens n'ont pas vu l'uranium du Niger. Et je dirais presque 100% des Nigériens n'ont pas vu le pétrole du Niger. Mais nous savons que le Niger est riche en matière. Nous, les intellectuels, nous le savons, puisque nous assistons des investisseurs, des partenaires internationaux. Nous savons que notre pays regorge d'importantes ressources, mais au niveau du contenu local, au niveau de la population, au niveau du vrai peuple, qu'on appelle les vrais peuples, ça tarde à venir. Mais, j'ai dit, mais le Niger a fait des avancées qui méritent d'être soulignées parce que depuis les années 2009, effectivement, en réaction à la rébellion, l'État du Niger a pris une disposition en allouant 15% de la redevance minière dans les zones concernées, c'est-à-dire toutes les communes qui sont concernées où il y a une exploitation minière. Donc, à la fin de l'année, il y a 15% de l'exploitation de revenus de l'État, c'est-à-dire le revenu qui revient à l'État
Donc, on alloue à ces communes-là, donc 15%. Mais là encore, un autre problème se pose, le vrai peuple ne le voit pas. Mais l'État, quand même, s'acquitte de son devoir des 15% qu'il alloue à des municipalités, je pense, pour corriger notamment quelques questions liées à la pollution, l'inégalité du travail, et voilà. Mais je dois préciser aussi par rapport au contenu local, depuis les accords de paix après les différentes rébellions, au Niger, vraiment, on ne se plaint pas assez. Je pense que les populations locales, dans les zones où il y a des exploitations, ne se plaignent pas suffisamment comme avant. Il y a de plus en plus la prise en charge de ce contenu local. Donc, voilà par rapport à cette question, ce que je peux vous dire. Par rapport à l'impôt direct et l'impôt... Attendez, maître, attendez un instant, s'il vous plaît. Je veux rebondir un peu là-dessus, hein, parce que Okay. je vous ai bien suivi là. Alors, à supposer que demain, vous soyez le conseiller du Premier ministre de votre pays. Ça peut arriver. Vous êtes formé. Si ce n'est pas encore arrivé. La matière. Et le Premier ministre a certainement besoin d'être conseillé. Ça peut même être le président, pourquoi pas. Alors, vous avez fait une déclaration très forte en disant que 99% des Nigériens ne connaissent pas la couleur du pétrole, de l'or, bref, des richesses du pays. Alors maintenant, en tant que conseiller du président de la République, qu'est-ce que vous allez lui recommander que effectivement les retombées touchent enfin les populations? Parce que il faut bien, vous avez souligné qu'il y a des efforts qui ont été faits, mais qui sont insuffisants. Il faut bien que la situation change. Il faut bien que les populations touchent du doigt les retombées de l'exploitation de leurs richesses naturelles. Qu'est-ce qu'en tant qu'expert, vous direz, vous recommanderiez au président de la République, au Premier ministre? Merci. Vous savez, en fait, nous avons de meilleurs textes au Niger. Hein. J'estime, étant expert ou conseiller juridique, je n'aurais pas du mal à conseiller l'autorité en question parce que, en fait, nous avons de meilleurs textes. Nous avons pris toutes les dispositions. Lorsque je disais, en fait, 99% des Nigériens ne connaissent pas la couleur de l'or, de l'uranium, en fait, peut-être que j'ai exagéré, mais encore c'est vrai parce qu'ils ne sont pas ingénieurs, ne connaissent pas. En fait, c'est pour vous dire qu'au Niger, c'est toujours resté l'entre-soi. C'est ce qu'on appelle l'entre-soi. Vous ne pouvez voir l'uranium, vous ne pouvez récolter les fruits de l'uranium que lorsque vous êtes dans un cercle très précis. Je vous informe que la zone dans laquelle il y a cet uranium-là qui alimente aujourd'hui l'électricité de la France, cette zone, vous ne pouvez même pas aller à véhicule sans perdre vos pneus de véhicule. Il n'y a pas de goudron, c'est gâté depuis 1974, il me semble, sous toute réserve. Donc, vous allez trouver, il y a même des coupures d'électricité dans une zone où il y a cette exploitation, où il y a la Sonicha, Société nigérienne de charbon, où il y a l'uranium, où c'est cet uranium qui alimente d'autres puissances, mais vous allez trouver qu'il y a des coupures d'électricité. Vous allez trouver la voie qui mène, c'est la moins exploitable, c'est la moins pratique de toutes les voies du Niger. Nous n'avons pas un problème de voie au Niger, mais c'est la seule, curieusement, là où emprunte la voie qui emprunte l'uranium pour aller au port de Cotonou et continuer vers l'Europe. Cette voie-là n'est pas praticable. Vous ne pouvez pas aller avec un petit véhicule aujourd'hui à Agadez. Voilà, en fait, comment expliquer à une vieille dame qui vend de la galette au village, comment lui expliquer que notre pays a de l'uranium? Comment expliquer à la population, aux fonctionnaires que notre pays a de l'uranium lorsque vous avez les résultats le commentaire que j'ai fait au tableau au niveau sur le plan fiscal? Comment expliquer aux étudiants, comment expliquer tout simplement au peuple nigérien de manière générale que nous avons le pétrole, nous avons l'uranium, nous avons l'or, alors même que tous ces produits-là, aujourd'hui, si vous regardez de manière pratique, leur apport sur l'économie nationale, en réalité, c'est très fragile. C'est extrêmement fragile. Vous allez voir que même l'ISB, même l'ITS des employés dépasse en réalité l'apport. Une étude a été faite pour, à un moment donné, pour voir l'oignon du Niger apporte plus que l'uranium du Niger.
à l'économie nationale. L'exploitation de l'oignon du Niger. Donc, pour revenir à votre question, c'est beaucoup plus la volonté politique. La volonté politique est le vrai suivi. Parce qu'assez souvent, au niveau central, on libère les fonds, on libère l'énergie, mais ça n'atteint pas la population, le vrai peuple. C'est-à-dire la décentralisation. Depuis 2004, nous sommes dans un système de décentralisation qui est une réponse à toutes les contestations de différentes rébellions. Nous avons, le Niger, estimé que c'est la solution pour harmoniser les efforts, pour permettre aux populations locales de se prendre en charge d'une manière ou d'une autre. Et dans ce cadre-là, vous avez des redevances minières qui sont accordées à ces zones. Mais lorsque vous entendez les acteurs de la société civile, toutes l'opinion publique, vous allez constater qu'en réalité, la population, dans les zones-là, c'est dans ces zones que vous constatez que les dispensaires, il n'y a pas de médicaments dans les dispensaires. C'est dans ces zones que vous constatez des coupures de l'accès. C'est dans ces zones que vous constatez curieusement qu'il n'y a pas de voie pratique. Donc, je pense qu'il faut un état dédié de tout ça. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut couper avec tel partenaire, il faut choisir tel partenaire. Non, il faut avoir la sincérité des rapports. Il faut se dire que c'est d'abord l'État, puisque le disposant de l'article 148 de la Constitution du Niger dit que les ressources naturelles et du sous-sol sont la propriété du peuple nigérien. La loi détermine les conditions de leur prospection, de leur exploitation et de leur gestion. Et puisque c'est la propriété du peuple nigérien, le peuple nigérien, ce n'est pas seulement ceux qui sont au pouvoir. Le peuple nigérien, ce n'est pas seulement les opposants ou ceux qui sont dans la capitale. Le peuple nigérien, c'est toute la population. C'est ce veillard qui a vu ses rêves, qui a toujours rêvé de voir son pays exploiter l'uranium, exploiter le pétrole, qui a vu son rêve réalisé après 40 ans, 50 ans de vie, mais qui ne voit pas aujourd'hui les fruits. Le peuple, c'est aussi tous ces scolaires, tous ces étudiants, tous ceux-là qui sont dans des universités publiques, qui veulent que l'État, leur pays, qu'ils entendent être le premier exportateur de l'uranium ou le deuxième, que leur État leur vient en subvention de leur. Donc, c'est de faire en sorte que, si j'ai un conseil à donner, que l'exploitation, c'est-à-dire faire un plan axé sur, je ne sais pas sur le plan fiscal si c'est là peut-être possible, mais de voir s'il y a un conseil à donner au Premier ministre au plus tard, c'est de faire en sorte que ces ressources-là soient affectées, c'est-à-dire l'affectation des ressources, des recettes aux dépenses. C'est-à-dire pour bien apprécier, parce qu'assez souvent on nous noie. Lorsqu'on vous dit, on dit non, c'est avec ces mêmes ressources, on fait ceci, on fait cela. Non. Si on peut faire l'affectation, bien que les principes de la fiscalité ne les permettent pas, si on peut faire, par exemple, chaque chef d'État qui vient, il peut acter, c'est une politique fiscale, rien ne l'interdit, de faire une sorte d'affectation de la recette aux dépenses pour dire que désormais, toute la recette fiscale émanant de l'exploitation de l'uranium sera affectée, par exemple, aux secteurs sociaux, ou sera affectée à l'éducation, ou sera affectée à l'exploitation, c'est-à-dire les infrastructures routières. Voilà, en fait, pour ne pas noyer le peuple. Parce qu'assez souvent, le peuple ne se retrouve pas dans les grands pourcentages que les hommes politiques citent, en disant que le pétrole nous a permis d'avoir une croissance de 3,2, une croissance de 2, une croissance. Le peuple ne se retrouve pas. Le vrai peuple entend parler des milliards, mais lui, il peine à avoir 500 francs pour arriver à sa soif. Donc, s'il y a un conseil pratique à donner, c'est de devenir beaucoup plus pratique en faisant un état de lieu et d'abord en réduisant ces exonérations-là. Les exonérations, comme l'a dit monsieur le rapporteur, l'État est tellement gentil. Ce n'est pas de la responsabilité d'un État d'être gentil, mais l'État doit rassurer juridiquement. Les investisseurs, en réalité, ce n'est pas la gentillesse de l'État qui les amène. C'est la sécurité juridique qu'ils vont avoir dans les États. Et au nom de cette sécurité juridique, il faut combattre la corruption dans les milieux des industries extractives. Il faut combattre la corruption dans les milieux fiscaux pour qu'on rassure les investisseurs. Et en les faisant, c'est bien suffisant. On n'a pas besoin de faire des exonérations et des actions de change que nous ne pourrons plus récupérer en termes économiques par la suite. Donc, voilà ce que je peux dire sur cet aspect. Et voilà. Peut-être je profite pour parler de l'impôt indirect et l'impôt direct. J'ai pris des notes ici. L'impôt direct, c'est un impôt, pour parler terre à terre, nominativement, on dit que c'est la personne physique elle-même qui les paye. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... ce n'est pas un tiers qui les récupère, alors que l'impôt indirect, c'est assez souvent par l'entremise d'un tiers. C'est-à-dire quand vous prenez la TVA, par exemple,
Ce n'est pas la taxe sur la valeur ajoutée, ce n'est pas la personne arrêtée qui la récupère, qui assez souvent c'est le consommateur. Donc, pour faire terre à terre, parce que je sais que le fiscaliste il comprend. Mais je profite pour répondre à la question de manière qui m'a été posée dans le rapport que j'avais vu sur l'impôt direct et indirect en matière des industries extractives. À vrai dire, toutes mes recherches n'ont pas abouti à savoir s'il y a des impôts directs et indirects qui sont seulement spécifiques, en tout cas en dehors de la taxe QUAL sur l'exploitation pétrolière, que j'ai trouvé en tout cas assez particulière. Mais sinon, tous les restes, quand vous prenez l'impôt direct ISB, par exemple, IRVM, impôt sur le revenu à valeur mobilière, c'est-à-dire sur les différentes distributions, vous avez la taxe QUAL, qui s'assimile à l'impôt direct aussi que prend le gouvernement. Vous avez la redevance ad valorem, s'agissant du pétrole. Et au niveau de l'impôt indirect, vous avez la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, vous avez les droits d'assises, vous avez la taxe sur les activités financières en rapport avec les engagements bancaires. Cette taxe est un peu discutable, mais pourquoi nous le disons? Parce que toutes les sociétés quand même ont des comptes bancaires au niveau des sociétés. Donc, les frais les revenus que génèrent ces comptes-là sont frappés par la taxe sur les activités financières. Voilà, ce qui n'est pas spécifique aux industries extractives, mais qui est général, puisque assez souvent, c'est des personnes morales qui sont les investisseurs. Donc, voilà de manière ce que je peux apporter comme réponse à vos différentes questions. Je vous remercie. D'accord, merci. Merci. On va Donc, passer. Deux interventions complémentaires. Oui, allez-y, allez-y. Ok, c'est pour rebondir au niveau de la décentralisation dont il a fait cas, à savoir, à travers le contenu local, comment les populations peuvent ressentir le bien-être. J'ai eu la chance, lorsque j'étais en service en province, de participer à l'élaboration des budgets des conseils régionaux et des communes. Il y a une rubrique intitulée « Ressources transférées ». C'est-à-dire que c'est l'argent que l'État transforme aux collectivités territoriales dans le cadre de la décentralisation pour les activités. Et à la fiscalité propre aux collectivités locales que nous, au Burkina Faso, on appelle le budget local. Ce qui retient un peu mon attention dans votre intervention, c'est que même au niveau des ressources transférées, au niveau des communes, c'est vrai, l'État donne de l'argent. Mais c'est que je sens que les élus locaux, beaucoup ne maîtrisent pas réellement les enjeux réellement de cela. Ce qui fait que ces ressources transférées-là ne sont pas bien gérées, puisqu'on a beaucoup de conseillers vraiment au fait, qui n'ont pas réellement la maîtrise de cette question-là qui est technique pour promettre avec un investissement. Donc, il revient, comme Maître Boudal l'a dit, aux intellectuels aussi de temps en temps de constituer un bloc pour conseiller ces gens-là, ces conseillers municipaux locaux là, au niveau local. Sans quoi, on a beau transférer ces ressources d'après nos professeurs de droit ici, ce sera comme verser de l'eau sur les plumes de canard. Voilà, ça c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est pour revenir sur le terrorisme. J'étais vraiment étonné de savoir que en droit international humanitaire, on nous fait savoir que le terrorisme est un conflit asymétrique. Donc, c'est-à-dire que les juristes, pour les juristes, ça ne fait pas partie de la catégorie des conflits armés et de la catégorie des conflits internationaux armés. Mais moi, j'étais surpris qu'en stratégie militaire, ils avaient connaissance de ce terrorisme. Eux la qualifient de guerre de course. Donc, le terrorisme n'est pas nouveau pour les militaires. Il est inclus dans le type, il est tant dans les conflits armés nationaux que dans les conflits armés internationaux. Donc, le fait qu'on nous chante qu'on peut c'est un conflit de longue haleine, je pense que c'est dilatoire. Ok, c'est cette contribution que j'ai voulu faire. Très bien, merci. Alors, on va passer au second rapporteur. Alors, le second rapporteur. Est-ce que Roustan est là?
Est-ce que Rostan Senil est là? Il est connecté, mais... Alors, en attendant que le second rapporteur se connecte... Ah oui, il est là. Ah, la connexion n'est pas bonne. Allô? Oui, allô? Oui. Déjà, ton micro semble être fermé. Alors, il se reconnecte. Alors, en attendant qu'il vienne, je vais faire un petit commentaire. Alors, récemment, j'ai un ami qui est prêtre et qui a soutenu une thèse en France sur le système éducatif au Cameroun, quelque chose du genre. Et lorsqu'il a soutenu sa thèse, il a alors organisé un grand colloque au Cameroun, à l'université de Yaoundé 2. Un grand colloque sur la politique de l'éducation au Cameroun. Et vraiment, ça m'a fait rigoler. J'ai beaucoup ri et je me dis, mais voilà quelqu'un qui vient de soutenir sa thèse et il veut changer carrément tout le système éducatif camerounais. Ben, c'est sûr que c'est la publicité qui m'a fait rigoler, mais c'était très pertinent, puisque le but d'un travail scientifique, ben, c'est de faire évoluer les choses. Alors, on ne fait pas un travail ben, rien que pour le mettre dans les tiroirs. Alors, c'est pour ça que je pense qu'un travail comme ce que vous êtes en train de livrer là, il faut bien que ça touche les destinataires. Je ne pense pas que la communauté scientifique soit l'unique destinataire de ce travail, non. Ce travail est beaucoup plus utile pour les décideurs. C'est plus utile aux décideurs pour éclairer les décideurs, pour leur montrer la voie. Alors moi, c'est pour ça que je suis plus que convaincu que vous devez avoir une discussion avec les décideurs. À quel titre, dans quel cadre, je ne sais pas. Mais c'est sûr qu'il faut leur partager le résultat de vos réflexions. Parce que le but de ceux qui dirigent, c'est d'améliorer le bien-être des populations. C'est ça le résultat final. Et ça passe par diverses politiques, et notamment la politique, au niveau de la politique minière, il y a sans doute des choses à leur dire pour que les populations qui effectivement ne connaissent pas le droit, l'économie et tout ce que vous voulez, ça se transforme au final, que les populations aient le sentiment que on a exploité nos ressources et nous bénéficions de cela. Et j'ai suivi aussi une autre conférence internationale où on disait que les gouvernements, tout ce que les gouvernements attendent, c'est les conseils. Qu'on vient leur donner les conseils. C'est ce que les gouvernements attendent, qu'on vienne leur donner les conseils. Et ceux qui doivent donner les conseils au gouvernement, c'est ceux qui ont la connaissance. Il faut conseiller le gouvernement, dont la mission est de pouvoir au bien-être des populations. Alors, si un travail comme celui-ci reste à l'Institut, ou vous permet simplement d'avoir votre certificat, c'est sûr que c'est bien pour vous, mais pour la nation, pour ces populations, parce qu'en fin de compte,
nous réfléchissons, c'est pour elles que nous réfléchissons. Alors, donc, je suis convaincu que c'est ça. Je suis convaincu qu'il faudrait que cette réflexion atteigne les destinataires, par quel moyen, je ne sais pas trop, mais il faudrait que ça les atteigne. Il faudrait une discussion. Alors, moi, pour ma part, je suis plus que convaincu que lorsque les conditions politiques me permettront, à ça, c'est sûr, ceux qui gèrent ces départements-là, je suis certain que j'aurai des discussions avec eux. Je suis plus que certain. Pour le dire, qu'est-ce que je pense des politiques, des choses qu'il faut améliorer, des propositions. Ça ne s'impose pas. Mais c'est juste des discussions et des propositions. Allô, docteur. Oui. Oui, bonsoir, docteur. C'est Sénil. Oui, vous avez la parole. C'est votre tour de parole. D'accord, merci, docteur, de me passer la parole. Et vraiment, désolé, la qualité du réseau n'est pas bonne ici. Il se pourra que ils ont juste cassé beaucoup de maisons, mais la connexion, ils n'ont rien fait pour ça. Donc, nous continuons de souffrir de la qualité de la connexion. Bonsoir, maître Efred Boudal, et vraiment désolé de n'avoir pu assister à votre présentation. J'ai des difficultés. Bonsoir. Bonsoir. D'accord. J'avais des difficultés à me connecter. Vous allez constater que je suis en audio parce que lorsque je passe en mode vidéo, le flux est trop élevé et la machine se déconnecte automatiquement. Donc, vraiment, excusez-moi d'être en mode audio, qu'on ne puisse pas parler en FaceTime. Pas de problème. D'accord. On va directement rentrer dans le cadre de votre travail. Alors, à tous les invités qui sont dans la salle, d'abord, je m'excuse et je vais vous faire la synthèse de mon appréciation. En fait, je vais apprécier ce travail. Déjà, je vais commencer sur le plan de la forme. Sur la forme, ce mémoire, il est très bien structuré, très bien rédigé aussi. Alors, il n'y a pas de difficulté à le lire et à cerner la pensée de son auteur. On comprend très facilement où il veut nous amener. Déjà, il a une introduction et 2 chapitres. Chaque chapitre a 2 sections et les sections sont subdivisées en paragraphes. À la fin de chaque chapitre, nous avons des conclusions partielles. Donc ça, c'est aussi sur le plan de la forme, on doit apprécier cela parce que très souvent, on n'a pas de conclusion partielle, mais on a une conclusion finale. Donc nous apprécions déjà ces conclusions partielles. Et dans un souci d'équilibre, vous avez tenu à mettre ces conclusions partielles dans vos 2 chapitres. Vraiment, c'était très bien pensé, c'est très bien fait. Sur le fond de votre travail, je vais d'abord vous dire, vous avez commencé par situer le Niger sur la carte, on peut dire, de l'Afrique, même si vous n'avez pas donné une carte, mais vous l'avez quand même situé, vous avez donné sa position géographique. Vous avez exposé aussi son potentiel énergétique. Dans ce travail, j'ai pu noter, vous nous donnez une évolution de l'exploitation des ressources au Niger. On peut le constater aux pages 2 et 3, lorsque vous dressez l'évolution de 1975 à pratiquement 2010. On constate l'apparition de nouveaux sites, de nouveaux gisements, de nouveaux acteurs en dehors de Areva, qui est une société française. Preuve que le Niger est au cœur d'un conflit, puisque la venue de nouveaux exploitants, la venue de nouvelles sociétés qui sont d'autres pays, prouve que le Niger devient, là, en fait, je vais dire comment, le Niger reçoit de nouvelles grandes puissances qui se battent pour s'accaparer ses ressources naturelles, ce qui nous met au cœur même du jeu géopolitique. Vous avez peut-être énuméré le cas des sociétés chinoises, turques, indiennes et états-uniennes qui se battent aux côtés de la France, qui est le partenaire historique du Niger. Donc là, nous sommes en plein dans la géopolitique. Ça, c'est au niveau de votre introduction. Donc, vous avez bien planté le décor et je vous en félicite. Au chapitre 1, vous avez commencé par dresser le cadre juridique
et conventionnelle pour montrer que l'État du Niger, une fois qu'il a constaté que tous ces États se battaient pour s'accaparer ces ressources, il a mis sur pied des normes pour réguler la gestion de ces ressources naturelles, pour se protéger, mais également garantir l'avenir des générations futures. Parce qu'il ne faut pas tout exploiter actuellement et laisser le futur un peu incertain pour les générations prochaines. Nous avons aussi la situation sécuritaire. Vous avez noté qu'elle est préoccupante au Niger, puisque ce pays se trouve au milieu, au cœur de plusieurs conflits. Nous avons notamment le terrorisme, les crises dans l'État libyen, au Mali et autres. Pour avancer, vous avez dit que vous nous montrez que le Niger a pris plusieurs mesures, surtout des mesures incitatives pour attirer les investisseurs étrangers. Et ça, c'est aussi très bien. Dans le deuxième chapitre, vous faites comprendre que la situation sécuritaire au Niger est fragile et celle-ci constitue un frein aux investissements étrangers. Depuis étant sous la menace permanente du terrorisme, des groupes armés et des crises multiples, il n'est pas évident pour les investisseurs étrangers de venir investir, de venir injecter les fonds pour exploiter les ressources dans ce pays. Vous avez aussi fait état du nombre de licences que le pays a octroyées aux États étrangers entre 2016 et 2018. Elles sont pratiquement au nombre de 13. À la fin, vous avez fait un tableau illustratif et vous avez donné des débouchés. Donc, votre travail est très agréable à lire. Donc, une fois que j'ai dit ceci, avec le temps qu'on a déjà mis, je vais passer aux questions. Et j'en ai 3. Juste 3 questions. Je peux les donner? Vous êtes prêts? Oui, allez-y. Oui, je suis prêt. Oui, oui. OK. La première question est celle de savoir quelles sont les raisons qui expliquent cette réticence des investisseurs entre 2016 et 2018. Parce que vous nous dites qu'en 2016, l'État a délivré une licence. En 2017, une licence, mais en 2018, on a une évolution, pratiquement 12 licences. Puis en 2019, on note un arrêt. Sur le plan de la politique ou le plan géopolitique, qu'est-ce qui explique cette réticence-là? Une licence, 12 et 1. Qu'est-ce qui explique cette dent de scie là dans l'octroi des licences? La deuxième question, je voulais savoir, vous avez fait état de ce que l'État nigérien a mis sur pied, un cadre juridique conventionnel. Y a-t-il pas un cadre institutionnel pour accompagner? Si oui, pourquoi est-ce que vous avez omis ce point dans votre travail? Puisqu'elle est une politique, elle est autant institutionnelle que juridique. Vous avez omis le côté juridique. Et troisièmement, est-ce que les politiques minières, c'est la dernière question, est-ce que les politiques minières mises par l'État nigérien ont un impact réel sur la vie des populations? Puisque tous les travaux que nous menons à l'Institut, c'est dans l'optique d'améliorer la vie des populations. L'État est déjà assez fort et il a toutes les ressources, mais les populations qui sont propriétaires terriennes, est-ce que ces politiques-là ont un impact sur leur quotidien? Ça sont les 3 questions que j'avais à vous poser. Yes. Merci. Merci. Merci bien. Merci bien. Je peux déjà répondre, non? Bien sûr. Merci. Merci à vous. Donc, par rapport déjà à la première question, déjà, merci pour vos observations. Nous allons en tenir compte et c'est fondamental. Merci une fois de plus. Pour les questions, donc, les raisons qui expliquent la réticence des investisseurs, notamment entre 2016 et 2018, sur les plans politiques ou géostratégiques, je dirais tout simplement que, en réalité, puisque l'État, c'est un tout. Quand je dis c'est un tout, dans lequel le politique, tout est politique pratiquement dans un État. Et vous savez, en 2016, nous sortions d'une élection au Niger. Donc, il y avait eu des élections où
des élections en fait qui ont donné lieu par la suite à quelques contestations, pas majeures, mais des contestations. Et en 2018, c'est l'année où je vous parlais de contestation nationale contre la loi des finances 2018, fin 2017-2018. C'est des contestations contre la loi des finances 2018 qui faisaient des cadeaux fiscaux, qui octroyaient des cadeaux fiscaux à des firmes internationales. Donc, les contestations ont pris pratiquement toute l'année et la loi des finances était même considérée comme étant vraiment, à un moment donné, était à la porte du rejet parce que toute la population de tous les pays, les acteurs de la société civile étaient arrêtés, des contestations chaque vendredi. Je pense qu'en gros, cela pouvait l'expliquer. En 2019, il y a une situation nouvelle qui peut expliquer la chute ou la rechute du cadre économique, parce que vous avez au niveau, quand vous analysez les différents tableaux que j'ai mis dans le mémoire, vous allez constater qu'au niveau de 2019, il y a une chute, surtout due au niveau de l'ITS. Parce que vous savez, en 2019, je vous informe, en 2019, il y a eu un plan social au niveau de la Cominac. Donc, c'est la compagnie minière d'Akokan, c'est la deuxième société de Orano, donc d'Arriva avant, qui exploite l'uranium au nord Niger. Donc, elle a adopté un plan social. Il y a eu des licenciements sous toute réserve, hein, je n'ai pas le nombre, mais un nombre important des employés. Et cela a eu des répercussions sur l'impôt, notamment sur l'ITS. Donc, en 2019, cette situation peut aussi expliquer, comme vous voyez, en tout cas, s'agissant bien des retombées fiscales sur le plan en matière des industries extractives. En tout cas, ces licenciements, en gros, peut l'expliquer, plus les contestations de la loi 2018 qui ont continué jusqu'en 2019 et 2020. Vraiment, nous avons connu des périodes où c'était très difficile. Les investisseurs, vous voyez assez souvent que voilà une loi 2018 qui a été adoptée, mais qui n'était pas inscrite dans le cœur des citoyens parce qu'il y avait une contestation générale de cette loi de finances-là. Donc, je pense que ça peut expliquer la situation, sans oublier, et il faut le préciser, ce n'est pas sans intérêt de préciser, en 2019, c'est aussi COVID-19. Donc, il y avait la situation de COVID-19 qui pouvait aussi, en gros, expliquer les replis de certains investisseurs. À un moment donné, tout était bloqué, je ne vous apprends rien, et c'est pour cela que ce système de Zoom et de vidéo en ligne, quand même, a connu voilà, le recours de plus en plus, les uns et les autres, ils font recours. Donc, il y a eu la situation de COVID-19. Sur la situation, sur la deuxième question, à savoir sur le plan institutionnel, est-ce que l'État n'a pas mis en place des mécanismes? En fait, oui, l'État avait mis en place un certain nombre de mécanismes institutionnels, mais qui étaient restés presque les mêmes. Peut-être que j'avais mal analysé la situation, pensant qu'il n'était pas nécessaire de mettre des institutions qui arrêtaient son ordinaire, parce que mon thème était de savoir quelles sont les politiques, quelles sont les mesures prises pour faire face à la situation nouvelle d'insécurité. Je considérais que le cadre institutionnel existait déjà. Il n'y a pas eu de refonte majeure, en tout cas sur ce plan-là, en dehors d'une seule, et qui est beaucoup plus, qui date de 2004 aussi. Ce n'est pas dit à l'insécurité. En 2004, il n'y avait pas le terrorisme au Niger. C'est la création du Centre de recherche géologique du Niger. Donc, il y a aussi la SOPAMINE, c'est la Société Patrimoine des mines du Niger, qui a comme mission la gestion des participations de l'État dans les sociétés minières. C'est-à-dire, c'est une société que l'État a créée, qui a en charge de représenter l'État, les intérêts de l'État, dans la gestion des participations dans les différentes sociétés minières. Tout ça, c'est un cadre institutionnel nouveau, mais qui n'a pas été réfléchi et adopté en lien avec la situation géopolitique ou la question du terrorisme qui existait déjà avant 2004 et un peu 2019, si ma mémoire est bonne. Et il y a, comme vous le savez, dans tous les États, surtout qui exploitent les ressources naturelles, comme le Niger, il y a le ministère en charge des mines, donc qui est chargé de la conception, l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi de l'élaboration des politiques et stratégies nationales. Donc, c'est le ministère des Mines. Et je profite de votre question pour vous partager avec vous une situation que nous avons peut-être découverte lors de nos recherches. Nous avons constaté que certaines données fiscales, certaines données
existent au niveau du ministère des Mines, mais nous ne les retrouvons pas au niveau du cadre, c'est-à-dire au niveau de la Direction générale des impôts. L'explication est qu'il y a des recettes qui passent directement par le ministère des Mines, il semblerait, mais elles ne sont pas majeures. Donc, il y a un service qui recouvre un certain nombre d'impôts et qui n'est pas arrêté, le receveur n'a pas tout le monopole en cette matière-là. Et vous allez voir, en fait, c'est peut-être une particularité aussi qui nécessite d'être partagée. En cette matière, vous allez voir que le receveur d'impôts, en réalité, il n'agit pas directement. Il y a toujours l'intermédiaire arrêté des ministères pour atteindre les différentes sociétés minières. C'est-à-dire, il n'agit pas lui-même en tant que receveur comme il le fait pour les autres industries, pour les autres sociétés, les autres contribuables, mais assez souvent, ça passe par l'entremise du ministère concerné. Donc, je pense qu'il y a quelques difficultés qui font que souvent, même pour avoir des données, vous allez voir les données que vous allez retrouver au niveau de la Direction générale des impôts. Vous allez trouver, il y a quelques données qui ne sont pas actualisées ou qui n'existent pas et qu'on va vous renvoyer au niveau du ministère des Mines. Je pense, c'est mon opinion, que ce n'est pas normal puisque nous avons dans un État les poumons financiers, les socles qui doivent gérer ce qu'on appelle les recettes de l'État, qui doit recouvrer les recettes de l'État. Donc, c'est la Direction générale des impôts. Il n'y a aucune mesure qu'on ait spécifiée parce que c'est des industries créatives. Je pense que même pour mettre fin à un certain nombre de suspicions légitimes de corruption ou de trafic dans ces milliers, il faut qu'on restitue aux impôts, au cadre des impôts, à la Direction générale des impôts, son monopole régalien de recouvrement des recettes de l'État. Pour la troisième question, et c'est pour finir, est-ce qu'il y a un impact sur la vie de la population? Nous avons abordé cette question peut-être avant que vous ne vous connectez. Je ne sais pas si la communication, je pense, est enregistrée. Sinon, j'avais déjà répondu à cette question. Nous avons... Effectivement, j'ai pu écouter ça alors que vous discutez de ça avec le docteur Robinson. Voilà, donc nous avons abordé ces questions et voilà, nous avons fait une longue analyse et un débat sur cette question. Je ne sais pas si c'est nécessaire de revenir ou pas. Non, je pense que c'est correct. Voilà, non, c'est correct, ça va. Je vous ai suivi. Voilà, je vous remercie. Très bien. Voilà, on a dépassé de 22 minutes le timing de la soutenance. Alors, on va clore l'exercice. Je crois que nous avons passé au fil de la discussion les principaux points, principaux éléments de ce bon travail. Alors, je vais rapidement demander à M. Bama, ouvrez mon micro. Alors, est-ce qu'on reçoit le candidat? Ok, très bien. On voit le geste, on comprend, mais peut-être qu'il faut vous exprimer. Est-ce que vous n'avez plus de son? Est-ce que M. Bama a perdu le son? Allô? Allô, est-ce que M. Bama, vous m'écoutez? Non, on ne vous écoute pas. OK. Je crois que Bama a un problème de son. Il a envoyé un message. Il a dit le travail est excellent. Ah, d'accord. D'accord. OK, très bien. Très bien, merci. Alors, Pierre Sénil, on vous écoute. Est-ce que vous validez le travail? Oui, docteur, je valide le travail de M. Bouddha Lefred. Il est excellent, il est excellent. Écoutez, c'était notre sentiment de départ. Le travail est excellent. L'exposé liminaire nous donnait déjà la direction qu'allait prendre la soutenance. Donc, on était vraiment dans l'excellence. Et puis, Maître Boudal est du genre à prendre tout son temps pour faire quelque chose d'excellent. C'est ce que j'ai remarqué.
Donc, il est quelqu'un d'excellent, qui aime faire des choses excellentes et le résultat est excellent. Voilà. Donc, un très bel exposé liminaire. On a un très bel échange avec les rapporteurs. Un échange qui est particulièrement intéressant. Les évaluations aussi se sont bien passées. Je crois que ça saute aux yeux que vraiment Maître Boudal est un expert. Ça saute déjà aux yeux. À partir de cette soutenance, donc au regard de tous ces éléments, nous voulons dire publiquement qu'il est digne, très digne, de revêtir le titre de certifié de l'Institut québécois des affaires internationales dans la concentration, droit minier et l'énergie en Afrique. Et nous voulons le conseiller d'aller plus loin, et de s'inscrire dans une perspective de thèse de doctorat. Voilà notre conseil pour le candidat. Et aussi, le second conseil, c'est qu'il ait des discussions avec les décideurs de son pays, puisqu'il parle de ces politiques qui doivent impacter la population. Qu'il ait leur présenter le résultat de ses recherches et qu'il en discute avec eux pour qu'il y ait, espérant, susciter une inflexion des politiques actuelles. Alors, donc, vraiment, merci beaucoup pour ce moment privilégié, pour la qualité du moment. Nous vous remercions. Et nous sommes très heureux que tout ça s'inscrive dans l'excellence. Merci docteur, merci à tous. Merci Bama, merci Ouattara, merci Sénile Pierre. C'est moi qui vous remercie. D'accord. Alors, sur ce, ben voilà, on applaudit. Hein. On applaudit le candidat et allez, à la prochaine. Merci. Félicitations. À la prochaine. Merci. Au plaisir. À bientôt à tout le monde. À bientôt.